Bonjour et bienvenue à tous au sommaire de cette édition. La Côte d'Ivoire réalise un bond au classement de la 11e édition de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Économie, l'adhésion prochaine du Maroc à la CEDEAO inquiète le secteur privé sénégalais. Et puis la Libye, nouvelle terre d'esclavage et le cri d'alarme des communautés africaines. Démarrons cette édition en économie, un indice qui prend en compte l'évolution du développement humain, des droits de l'homme et la sécurité a été créé en 2007. Cet outil permet de mesurer les performances de chaque pays dans les domaines de la gouvernance. France Conan. La Côte d'Ivoire obtient un score de 54,2 sur 100 en gouvernance globale, au 20e rang sur 54 pays en Afrique. Un score supérieur à la moyenne africaine qui est de 50,8 et à la moyenne régionale pour l'Afrique de l'Ouest qui est de 53,8. Publié ce lundi 20 novembre 2017 à Dakar, au Sénégal, par la Fondation Mo Ibrahim. Cette performance est saluée par Mo Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim, qui a déclaré que l'indice 2017 montre que la gouvernance globale continue de progresser sur le continent africain. Sur les 10 dernières années écoulées, note le rapport, 40 pays affichent une progression conséquente en termes de gouvernance globale. Dans la seconde moitié de la décennie, 18 d'entre eux correspondent au total à 58% de la population du continent. Notamment, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Maroc, la Namibie, le Nigeria et le Sénégal réussissent même à accélérer le rythme, permettant ainsi au continent d'atteindre en 2016 son meilleur score depuis 2000 qui est de 50,8 sur 100. La Côte d'Ivoire a progressé au total en matière de gouvernance globale au cours de la décennie dernière. Tendance moyenne annuelle qui est plus 1,40 avec une accélération de la progression sur les 5 dernières années. Tendance moyenne annuelle qui est de plus 2,05. Note l'IAG. La 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales est en marche depuis quelques jours dans la capitale économique ivoirienne. Notons que cette année, l'édition marquée par la présence de l'entreprise Agrobiotech, laboratoire commercial spécialisé dans le clonage. Martial Kwasi. La 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, en abrégé SARA, est marquée par la présence de l'entreprise Agrobiotech, laboratoire commercial spécialisé dans le clonage ou la multiplication simple sans modification génétique de matériel végétal en vue de rehausser le rendement. Ce premier laboratoire commercial de micropropagation dans toute la zone ouest africaine, basé à Bamako, au Mali, est dirigé par Birama Sidibé, a pour but de répondre aux demandes en matière de plantes in vitro dans la sous-région, a expliqué Philippe Koulibaly, responsable des opérations. Nous sommes la seule entreprise qui fait de la multiplication ou de la culture in vitro sur toute l'étendue de l'Afrique de l'Ouest sur commande à haut rendement, a-t-elle affirmé. L'un des objectifs de la présence d'Agrobiotech sur le Sahara 2017 est de faire connaître cette technologie de micropropagation peu connue en Afrique de l'Ouest, pourtant très vulgarisée en Afrique de l'Est et du Sud. L'adhésion prochaine du Maroc à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préoccupe le secteur privé sénégalais. Cette préoccupation a été exprimée par Macky Sall, le président sénégalais, à l'ouverture lundi de la 13e édition du Conseil présidentiel de l'investissement. Estelle Traillot. La procédure accélérée de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO n'est pas du goût du secteur privé sénégalais. Le porte-parole de ce secteur, Mansour Kama, a expliqué à l'ouverture ce lundi 20 novembre 2017 de la 13e session du Conseil présidentiel de l'investissement que les études d'impact réalisées montrent clairement que tous les secteurs de l'économie sénégalaise seront touchés et certains le sont déjà, sans compter les menaces qui pèsent sur les emplois. Face à l'inquiétude du secteur privé sénégalais, le président Macky Sall a déclaré que les pays membres de la CEDEAO vont étudier en décembre les tenants et les aboutissements de l'adhésion du Maroc. Il a souligné que la CEDEAO a commis une délégation d'experts qui s'est rendue au Maroc. La commission va soumettre un rapport en décembre pour montrer les tenants et les aboutissements, les avantages et les inconvénients. Toutefois, il a laissé entendre que les chefs d'État défendront les intérêts de leur pays, de leur région. Pour lui, si les analyses et les études montrent clairement que les économies seront en péril, des mesures de sauvegarde nécessaires pourraient être prises. Le Maroc, c'est une question africaine. Les leaders africains travaillent pour arriver vers une zone de libre-échange sur l'ensemble du continent. La campagne de sensibilisation sur les implications juridiques des fautes commises par les fonctionnaires et agents de l'État se poursuit.
C'est dans ce cadre que le ministère du Plan et du Développement a reçu récemment une délégation de l'Agence judiciaire du Trésor. Notre commentaire. Le personnel du ministère du Plan et du Développement a été instruit sur l'action réquisitoire ce lundi 20 novembre par une délégation de l'agence judiciaire du Trésor conduite par Kadia Louli Sangaré, agent judiciaire du Trésor. La rencontre s'est déroulée dans les locaux du dit ministère. Selon Kadia Louli Sangaré, cette campagne est une caravane citoyenne et vise à réduire les différents postes de justice occasionnés par des erreurs commises par les fonctionnaires et agents de l'État. Elle a indiqué que l'objectif n'est pas d'indexer un ministère, mais de faire comprendre aux fonctionnaires la nécessité d'abandonner certains comportements qui ont pour conséquence des saignées financières de l'État. Les préjudices subis par l'État émanant des démolitions des biens d'autrui, des accidents de la circulation, des bavures policières et militaires et des ruptures abusives de contrats. Ces actes qui s'analysent en des violations de stipulations contractuelles, de règles de passation des marchés publics et de recrutement, des licenciements abusifs, des violences, des négligences, des attributions multiples de parcelles, des démolitions de biens, conduisent à des condamnations fréquentes de l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc pour réduire toutes ces condamnations que cette campagne a été lancée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La Côte d'Ivoire engage le processus de renforcement des statistiques économiques dans le pays. Cela devrait se poursuivre et s'intensifier afin de disposer de données indispensables. Ibo Marus. Améliorer les vies en améliorant les statistiques économiques, tel est l'objectif de la 27e édition de la Journée africaine de la statistique 2017 célébrée en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays d'Afrique. Ce thème qui met en exergue le rôle central des statistiques économiques pour l'efficacité des activités publiques et privées est d'une importance capitale pour la Côte d'Ivoire, car il cadre bien avec la volonté du gouvernement de mettre la statistique au centre de la prise de décision politique. Ce soutien continu du gouvernement a permis au système statistique national et singulièrement à l'INS de réaliser ces dernières années de grandes opérations statistiques, notamment les recensements et enquêtes, et surtout de produire dans les délais les comptes nationaux annuels définitifs 2015 et provisoire 2016, les comptes nationaux trimestriels des 2 premiers trimestres de 2017 ainsi que les statistiques conjoncturelles. Le pilotage stratégique de l'action publique, notamment à travers le plan national de développement PND 2016-2020, le suivi des progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs de développement durable en vue de l'éradication de l'extrême pauvreté et d'une réduction substantielle de la pauvreté. Rappelons que cette journée a été célébrée le samedi 18 novembre dernier, commémoration instituée en mai 1990 conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Conférence africaine des planificateurs, statisticiens et démographes. Hors de chez nous, à présent, les deux acteurs politiques principaux de la crise au Zimbabwe, le président Robert Mugabe et son vice-président déchu, Emmerson Mnangagwa, sont en contact. Cela a été annoncé le lundi 20 novembre 2017 à la veille d'une procédure de destitution contre l'homme fort du pays. L'indéboulonnable Mugabe s'accroche encore et toujours au pouvoir. Alors qu'il est, les négociations sur son départ vont bon train. Et selon l'armée, pour la première fois, le contact a été établi entre le dictateur et son ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa, actuellement en exil. À 93 ans, le plus vieux chef d'État de la planète ne compte pas déposer les armes aussi facilement, mais tous ses soutiens le lâchent au fur et à mesure. Son parti, le ZANU-PF, après l'avoir évincé de la présidence de la formation, devrait entamer aujourd'hui une procédure de destitution. La principale accusation, c'est d'avoir autorisé sa femme Grace à usurper le pouvoir constitutionnel alors qu'elle n'avait aucun droit à diriger le gouvernement. Elle a insulté des fonctionnaires, le vice-président lors de réunions publiques. Il dénigre l'armée et ceux qui ont des responsabilités.
Selon le chef d'état-major, le général Chiwenga, Robert Mugabe aurait accepté le principe d'une feuille de route vers la fin de son règne. Mais il pourrait jouer la montre afin d'obtenir des garanties sur son immunité. Le temps commence à paraître long pour les habitants qui s'attendaient à ce qu'il annonce dimanche sa démission. Les manifestations se multiplient comme à l'université d'Harare. Demain, les Zimbabwéens devraient à nouveau descendre dans les rues des grandes villes du pays. Après 37 ans de dictature, ils en ont assez d'attendre. Près de 24 heures après que les libéraux aient claqué la porte des négociations, Angela Merkel a donné sa première interview télévisée. Même si elle est fragilisée, la chancelière a rejeté l'idée d'une démission et semble privilégier au contraire la voie des élections anticipées. Près de 24 heures après que les libéraux ont claqué la porte des négociations, Angela Merkel a donné sa première interview télévisée. Même si elle est fragilisée, la chancelière a rejeté l'idée d'une démission et semble privilégier au contraire la voie d'élections anticipées. Un gouvernement minoritaire n'est pas à l'ordre du jour. Nous devons maintenant attendre les prochains jours. De nouvelles élections sont une option. Celle qui est chancelière depuis 12 ans s'est déjà déclarée prête à repartir en campagne si besoin. Mais avant, elle attend de voir si un accord avec les sociaux-démocrates du SPD ne peut être trouvé. Il y a urgence, car actuellement l'Allemagne est fragilisée, sans stabilité. Impossible de gouverner. Tous les partis politiques qui ont été élus au Parlement allemand sont au service de l'intérêt public. Ils servent le pays et j'attends d'eux qu'ils soient prêts à former un nouveau gouvernement dans un futur proche. Eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Une attaque à peine déguisée contre les libéraux du FDP qui ont été les premiers à afficher leurs divergences. Immigration, environnement, selon eux, un accord aurait dénaturé leur ADN politique. Les options d'Angela Merkel sont donc limitées à l'heure qu'il est et les regards se tournent vers le SPD de Martin Schulz. Pourtant, l'ancien président du Parlement européen a réaffirmé son refus strict de faire à nouveau partie d'une coalition avec la CDU. Lors des dernières élections fédérales, la chancelière a réalisé le pire score de son parti depuis 1949. Nombre de ses électeurs se sont tournés vers l'AfD, un parti d'extrême droite au discours anti-migrants. Les chefs des États africains se sont tour à tour exprimés et insurgés au lendemain de la diffusion d'une vidéo montrant des personnes vendues comme esclaves au marché de la Libye. Notons que la Côte d'Ivoire enregistre 7000 Ivoiriens tenus en captivité dans ce pays. On en sait plus avec Martial Kwasi. Le constat est alarmant, voire révoltant. La Libye n'est pas un Eldorado dans l'attente de la traversée de la Méditerranée pour embrasser les dures réalités de la vie en Occident. En effet, la Libye n'est que l'ombre d'elle-même, du moins ce qui ne reste d'elle après la chute de Muammar Kadhafi. Le spectre de l'esclavage plane d'ailleurs sur la Libye et les Africains y sont vendus aux enchères et une vidéo l'a tellement bien illustré qu'elle a permis de tirer sur la sonnette d'alarme au sujet des manquements aux droits de l'homme auxquels sont confrontés les migrants africains. Au nombre de ceux-ci existe des Ivoiriens qui partent de Daloa, point de départ de ces derniers, pour vivre ce périple en Libye au péril de leur vie. Daloa, ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est fortement touchée par les migrations irrégulières de jeunes vers l'Europe et cette vidéo choc interpelle les acteurs locaux qui tentent de sensibiliser les habitants sur les dangers de ce voyage périlleux. D'ailleurs, une pétition a été lancée pour demander la fermeture de ces sites et l'arrêt de cette pratique. Elle a recueilli plus de 89 000 signatures en moins de 2 mois. Le gouvernement ivoirien, à l'instar de plusieurs pays africains, a condamné cet acte macabre et a appelé à un éveil de conscience des Africains en général et des Ivoiriens en particulier, tout en invitant les instances juridiques internationales à traduire en justice les responsables de ce commerce humain. Aussi, le gouvernement ivoirien a-t-il décidé d'affréter un vol spécial sur la Libye afin de récupérer près de 155 sur les 7000 Ivoiriens détenus en Libye ou vendus comme esclaves. Terminons avec un mot en sport. À quelques jours de la finale des Grands Prix, la Fédération ivoirienne de taekwondo et le comité d'organisation de la finale des Grands Prix ont animé une conférence de presse le vendredi dernier. Le compte rendu avec France Conan.
C'est dans la salle Emmanuel Dioulo du district d'Abidjan que le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, et le président du comité d'organisation de la finale des Grands Prix et du championnat du monde ont tenu une conférence de presse. Ils ont annoncé que 135 athlètes de près de 20 pays seront présents. La Côte d'Ivoire sera représentée par le médaillé d'or olympique Cissé Cheikh Salah Junior des moins de 80 kg hommes et Marie-Christelle Rudbagby des moins de 67 kg dames. Les deux stars séjournent en Allemagne où ils effectuent leur séance d'entraînement. Revenu de ses cendres, Cheikh Cissé, outre sa médaille d'or des Jeux Olympiques obtenue à Rio au Brésil, qu'il a remporté en octobre, le Grand Prix de Londres. De son côté, Ruth Bagby a maintenu le cap. Elle est actuellement championne du monde de sa catégorie. Outre ces deux vedettes, il y aura les autres combattants tels que Cissé Gbané et Firmin Zokou de plus de 80 kg. Après la finale des Grands Prix qui ouvre les hostilités le 2 et le 3 décembre, il y aura le Ghana Day Award, une cérémonie de récompense des meilleurs athlètes, encadreurs, techniciens et dirigeants. Une fête haute en couleur dans un grand hôtel de la place, retransmise en direct à travers son chaîne de télévision partenaire de la World Taekwondo Federation. Et c'est la fin de cette édition que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter. On se retrouve très bientôt. Au revoir.